Mesdames, Messieurs, nous avons devant nous 45 minutes d'échange et je suis flattée et contente que vous soyez aussi nombreux parce que quand vous voyez le thème de cette table ronde qui est RSE, entreprise à mission, preuve et engagement, vous pouvez vous dire une énième épreuve de greenwashing, donc verdissement, ou social washing, blanchiment. Eh bien, nous allons vous prouver ici que les preuves et engagements peuvent être réels et tangibles. Je suis professeure enseignante à l'École supérieure de commerce de Rennes qui s'intitule Rennes School of Business. Et vous entendez mon accent et je vous prie de m'excuser pour cet accent. Je suis franco-tchèque et bretonne d'adoption depuis plus de 20 ans et fière de l'être. RSE, donc la prof que je suis, vous rappelle juste ce trigramme. En fait, ce qui se passe, c'est que la RSE, responsabilité, on dit sociale de l'entreprise, peut aussi être interprétée comme responsabilité sociétale de l'entreprise. Tout dépend si vous regardez l'impact sur les parties prenantes internes, donc sociales, ou sociétales, sur la communauté bien plus large. Et en entreprise, on regarde bien évidemment les parties prenantes externes qui sont soit liées à l'objet, soit la communauté des clients et des communautés qui vivent sur un territoire qui sont impactées par cette action. Ici, au FEB, nous sommes sur un territoire très fier, breton. Et donc, j'ai invité les intervenants autant que se peut d'apporter les preuves de ces engagements qui sont liés à ce territoire. Et d'ailleurs, la notion de soutenabilité de l'action sociale et sociétale a en breton aussi un terme. La soutenabilité, figurez-vous, se prononce padousted en breton. Il faut me croire. Depuis l'adoption des accords de Paris en 2015, on attend des entreprises à ce qu'elles transforment leur modèle économique et que cette transformation soit vers une réelle soutenabilité. Encore une fois, j'ai parlé des termes. Soutenabilité est la vraie traduction de Sustainable Development qui était traduit auparavant par développement durable. Et ce n'est pas le bon terme. Il faut parler désormais du terme réel qui est développement soutenable. Et je vous rappelle, et je termine par ça mon propos introductif, le rapport de Brundtland d'il y a 35 ans, en 1987, qui a défini ce développement soutenable comme suit. C'est un développement qui s'efforce de concilier la protection de l'environnement, l'efficience économique et la justice sociale en vue de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Donc, parler à court terme que de la satisfaction des besoins des générations actuelles n'est pas suffisant. Et la RSE n'est ni moins ni plus la traduction de ce développement soutenable. Nous avons ici représenté deux domaines d'activité économique. On a construction BTP, maîtrise d'ouvrage et d'usage d'un côté, et banque assurance de l'autre. Donc, sans tarder, je me permets de vous présenter Monsieur Johan Chouin-Joubert, président directeur général du groupe Réalité, Madame Maa Benmaïza, je l'ai prononcé correctement la première fois, responsable RSE de chez AXA, Monsieur Nicolas Lebon, qui est le secrétaire général de la Fédération du bâtiment Bretagne, et Monsieur Cédric Malengro, qui est le secrétaire général du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel Arkea. Je vérifiais juste s'ils écoutaient. Et vous êtes bien connu, Cédric, tout à fait. Et donc,
Question pour les 4 intervenants. Fondamentale sur le système de valeurs, la mission et la vision des organisations, des entreprises que vous représentez. Ladies first. Moi, je vous laisse parler. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est un beau thème pour démarrer ce sujet. Je parlerai de la raison d'être. Il y a des valeurs, effectivement. Pour AXA, nous sommes convaincus que l'assurance est indispensable pour le progrès de l'humanité. Notre métier, depuis toujours, a été de protéger les individus, la société, contre les aléas, contre les risques. Et nous sommes en train d'observer un changement, un développement de ces risques qui sont de plus en plus importants, qui sont de plus en plus forts, qui sont de plus en plus complexes aussi. Je pense à ce qu'on a vécu lors de ces 2 dernières années, la pandémie, les cybercriminalités qui ont augmenté, les risques climatiques qui nous ont aussi beaucoup mobilisés cet été notamment. Et donc, nous sommes convaincus que notre rôle là-dedans, c'est d'agir. Agir, ça veut dire quoi? C'est ce que vous disiez, c'est anticiper ces risques, c'est mieux les comprendre, les analyser, et c'est proposer des solutions de protection pour que l'individu et la collectivité, donc la société, puissent finalement aller de l'avant et poursuivre leur progrès. Mais tout ceci, exactement comme vous le disiez, dans le respect, dans la protection de l'environnement de notre planète et en ayant une vision plus lointaine sur les besoins des générations futures. Et donc ça, c'est ce qui est englobé au sein ou autour de notre raison d'être chez AXA, qui est d'agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Alors vous pouvez me dire, quelle est la preuve de ça, puisque les paroles, ça peut être beau, mais des fois, il faut avoir des axes de mesure. Nous avons souhaité aller au-delà de ça pour mesurer le déploiement de cette finalement raison d'être et pour mesurer son impact. Et nous avons créé l'indice AXA pour le progrès. Donc il porte son terme, c'est 7 indicateurs qui sont autour d'objectifs qui posent le cadre et ça nous permet de dire où on en est par rapport à ces objectifs qui sont chiffrés, qui sont mesurables, est-ce qu'on les atteint ou pas. Et donc ça, c'est l'indice AXA pour le progrès qui permet de mesurer justement la raison d'être d'AXA. Vous aurez encore l'occasion d'en parler. Passons à Cédric. Valeurs, mission, vision d'Arkea. Merci Irina. Donc Crédit Mutuel Arkea, et pas Crédit Agricole, même si on s'entend très bien avec eux. Crédit Mutuel Arkea, c'est une banque qu'on pense pas comme les autres. C'est une banque qui a une vraie singularité qui s'exprime déjà par son modèle coopératif, modèle mutualiste, son ancrage territorial, son ancrage dans l'économie réelle également. Et si je peux l'exprimer de 3 façons, finalement, un petit peu complémentaires, notre conception, notre vision, notre conception, notre façon de faire de la banque, quelques attributs, alors certains dont on a hérité et d'autres qu'on a construits, et quelques engagements. Déjà, notre vision de la banque, notre conception de la banque, c'est que face à une urgence, alors j'aime pas le terme d'urgence, mais il est à la mode, une urgence à la fois climatique, environnementale, sociétale parfois, eh bien, nous, on a la capacité, en tant qu'établissement financier, à vraiment pratiquer une finance à impact. Alors, c'est pas juste un mot, une vocation. On a une vraie capacité, nous les banquiers, à orienter un certain nombre de phénomènes, à orienter des financements vers des activités plus responsables, plus durables. Et on a cette vraie capacité de choix, un choix qui ne s'exprime pas de manière manichéenne et punitive, mais qui permet l'accompagnement, et c'est quelque chose qui est très ancré dans le modèle du Crédit Mutuel Arkea, l'accompagnement, même une intimité finalement avec les clients, et d'orienter un certain nombre de positions. Ensuite, un certain nombre d'attributs. Le premier, et ça c'est un héritage, alors j'aime pas tellement le terme d'héritage, je préférerais le terme anglais, excusez-moi l'anglicisme, de legacy, qui est notre modèle coopératif et mutualiste. Finalement, il y a beaucoup de choses dont on hérite ou qui sont en mode natif grâce à ce modèle coopératif et mutualiste, des valeurs de solidarité, des valeurs du co. Le co, il est très à la mode, le coworking, la collaboration, la coopération, la co-construction, le covoiturage aussi. Finalement, ce co, qui est très à la mode, eh bien, il met
il met à la mode également ce mode de fonctionnement très ancien, au moins centenaire, qui est la modalité coopérative et mutualiste. Donc c'est un modèle qui est très participatif, très collaboratif et qui est un vrai atout, notamment dans le cadre de notre transformation en entreprise à mission. Également notre taille intermédiaire, le choix d'un ancrage territorial allié à notre taille intermédiaire. J'entendais le gouverneur de la Banque de France ce matin dire qu'il était très fier qu'il y ait 4 établissements français parmi les 8 plus gros établissements européens. C'est très bien et on ne concurrence pas ces gens-là, mais nous, notre modèle, il est différent. C'est un modèle d'ancrage territorial, je le répète, et à loisir, d'intimité avec nos clients. Et c'est vraiment le choix qu'on a fait. Et ce choix, il passe par une taille intermédiaire, une connaissance fine de nos clients. Et c'est aussi une caractéristique essentielle de notre modèle. Enfin, on a fait le choix de financer l'économie réelle au détriment peut-être de la BFI. On ne fait plus de BFI depuis 2008 et on a choisi de réorienter... Cédric, on a tous l'habitude d'utiliser le jargon. BFI. Je vais aller super vite. La BFI, pardon, la Banque de financement et d'investissement. En gros, les salles de marché pour compte propre. On a des salles de marché, je vous rassure. Mais la salle de marché pour compte propre, on a arrêté ces activités, on les a mis en extinction depuis 2008 et on a fait le choix de réorienter nos capitaux vers de l'économie réelle. L'économie réelle, c'est quoi ? Ça peut être les prêts dans certains cas, mais c'est surtout l'activité de capital investissement et de capital investissement sur nos territoires. On a fait ce choix qui était considéré audacieux, abandonner la BFI, la sacro-sainte banque de financement d'investissement, celle qu'on voit dans Wall Street. Eh bien, nous, on a fait le choix d'abandonner ça au profit de l'économie réelle et avec des activités de capital investissement en faveur de nos territoires, en faveur d'entreprises, de collaborateurs, d'entrepreneurs de nos territoires. Et là encore, en grande intimité avec nos clients. Enfin, c'est aussi un attribut qui nous caractérise, c'est aussi de mesurer notre performance, non pas simplement à l'aune de la performance financière, ça tout le monde le fait, mais également à l'aune d'une performance qu'on qualifie de globale, avec le développement d'un modèle, je ne vais pas le déflorer parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais d'une performance globale qui soit l'alliance de la performance financière et d'une performance extra-financière. On considère que la performance financière, elle est essentielle d'ailleurs pour financer la performance extra-financière. Si on veut être crédible et disposer de moyens d'action sur la performance extra-financière, ça passe par de la performance financière. Mais on a fait le choix d'allier les deux dimensions et de les mettre sur un pied d'égalité en ce qui concerne la mesure de notre performance, mais on y reviendra. Et tout ça se traduit par des engagements. Le premier, c'est l'élaboration et l'adoption d'une raison d'être. Et on a été le premier établissement bancaire à se doter d'une raison d'être fin 2019 et puis à la faire valider en AG en 2020. Ça s'est traduit ensuite par un plan stratégique et le bon de commande qui nous a été donné par la direction générale au moment d'élaborer ce nouveau plan stratégique, c'est donner de la force probante à la raison d'être. Donc on a un plan stratégique qu'on a développé en 2020 qui s'appelle Transition 2024, mais peu importe le terme, mais dont le bon de commande initial est de donner vie, donner vigueur, être l'élément de force probante de notre raison d'être. Donc une orientation très forte de notre modèle d'affaires et d'intégration complète dans notre modèle d'affaires de la raison d'être. Et enfin, la troisième étape, peut-être la plus importante, en tout cas la plus visible, eh bien, en mai 2022, fort finalement de cette raison d'être dont on s'était doté, fort de cette feuille de route que nous donnait notre plan stratégique, orienté, force vivante de la raison d'être, eh bien, on a fait le choix de basculer vers l'entreprise à mission, de nous transformer en entreprise à mission, ce qui, à la fois, ne change pas grand-chose, parce que finalement, on avait un modèle qui nativement permettait d'accéder à ce statut de manière presque simple, et qui, en fait, change tout, et absolument tout, par le niveau d'exigence que place ce statut d'entreprise à mission, exigence auprès de nos parties prenantes, exigence dans le regard de nos collaborateurs, qui nous le rappellent tous les jours. Et on a vraiment pris la mesure de cette exigence le jour où on a basculé, ou plus exactement le lendemain de l'Assemblée générale qui a modifié nos statuts, parce qu'on avait énormément d'interventions de nos collaborateurs qui commençaient leur phrase finalement par « maintenant que nous sommes devenus entreprise à mission »,
on va faire comme ça. Ça ne changeait pas forcément d'ailleurs leur façon de faire, leur façon de travailler, mais ça a placé le niveau d'exigence à un autre niveau. Voilà, j'ai été peut-être un peu long. Je m'excuse, c'est un Irina. sujet qui passionne, effectivement. Donc, bien évidemment, entreprise à mission, on parle de la loi Pacte qui a été adoptée en 2021. Et je vais passer la parole à Johan, qui aussi représente ici une entreprise qui est aujourd'hui une entreprise à mission. Donc, vos valeurs, votre mission et votre vision. Alors, on parlait d'effet d'échelle entre les 4 plus grandes banques françaises et puis Arkéa, qui reste quand même une belle entreprise. Donc, il y a à peu près le même effet d'échelle entre Arkéa et Réalité. Moi, j'ai créé cette entreprise avec l'équipe il y a une vingtaine d'années. Et j'ai plutôt envie de vous parler du comment on est devenu entreprise à mission et très rapidement la décrire. Parce que je crois en tout cas que pour ce qui nous concerne, c'est grâce au why qu'on a une raison d'être aujourd'hui qui a un vrai sens et qui n'est pas de la tarte à la crème. Parce que c'est quand même le sujet, hein, c'est d'éviter de faire de la tarte à la crème aujourd'hui. Les collaborateurs et toutes les parties prenantes d'ailleurs ne nous le pardonneraient pas, je crois. L'histoire de Réalité, c'est la promotion immobilière, on diffuse comme vous en connaissez plein. Et évidemment, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et puis, c'est des acteurs qui étaient ancrés sur des méthodes très datées, très marquées 20e siècle. Je crois que notre industrie n'était pas entrée dans le 21e siècle il y a encore 5 ou 10 ans. Et forcément, dans cet univers ultra concurrentiel où on a l'impression d'être tous remplaçables les uns par les autres et où la seule perspective, c'est de gagner moins demain et d'être de plus en plus mal reçu, car moins accepté, on se pose la question du sens, parce qu'on sait tous gagner notre vie. C'est pas le sujet, c'est pas comment je vais avoir, heureusement, d'ailleurs c'est plus ce sujet-là, c'est pas comment j'ai un repas dans une assiette, c'est plutôt comment j'arrive à le mettre dans mon assiette. Et donc cette crise, cet environnement stratégique a abouti à une crise de sens qui elle-même a créé une décroissance de notre métier, alors qu'il n'y avait pas de crise économique. C'est-à-dire que l'acceptabilité de la promotion immobilière dans les villes où on travaille est très faible. On est toujours très mal reçu. D'ailleurs, on ne parle pas bien de notre métier. On parle de bétonisation quand on parle de promotion immobilière, ce qui est pas du tout le sujet. Et quand on s'est posé la question du à quoi ça sert, comment on peut être utile. Et ça nous a pris 5 ans. Je pense de 2015 à 2020, ça a été une phase de maturité de l'entreprise et ça a été une phase de réflexion du à quoi ça sert ce que je fais et comment j'ai envie de le faire et quelles sont les valeurs qu'on a envie de porter. Et en 2021, ça s'est clarifié, on a adopté le statut d'entreprise à mission en février ou mars 2021. Donc c'est tout frais. Mais ça a mis 5 ans et là où je suis d'accord avec vous, ça change rien et ça change tout. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus je prends mesure de l'importance de cette mission et la nécessité qu'on la porte dans le quotidien à 360 degrés. Donc la mission de Réalité, c'est être utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. Et c'est venu comment ? C'est en se rendant compte que l'ouvrage n'était pas important, la seule chose qui comptait, c'est ce qu'on faisait dedans. Voilà. Et tout d'un coup, l'ouvrage, c'est plus du béton, l'ouvrage, ça devient un projet de vie. Et quand on commence à expliquer à nos parties prenantes, des élus, des riverains, des associations, ce qu'on veut proposer comme valeur ajoutée au sens de la vie des gens, que ce soit la vie privée, que ce soit la vie au travail, la vie au loisir, la vie religieuse, pourquoi pas, la vie dans la santé, tout d'un coup, on ne parle plus de la même chose. Et la mission de Réalité, elle s'est organisée en fait autour de la nécessité de repenser notre métier pour se redonner du souffle et du sens, se redonner des perspectives et refavoriser aussi un développement tenable, sustainable, pour le groupe. Donc cette mission, évidemment, on ne peut pas se contenter d'une punchline publicitaire, un peu comme le slip français. Ça ne suffit pas, parce que là, on tombe dans la démagogie. Derrière, on a des objectifs, derrière, on a des chantiers. Évidemment, comme je l'ai entendu déjà 2 fois, ils sont tous pilotés, tous monitorés. Et c'est hyper important, alors particulièrement chez Réalité, parce que le nom de l'entreprise est une promesse quand même, d'être dans la réalité, d'être dans la mesurabilité, d'être dans la transparence. Donc les DPEF changent. Nous, on a choisi de fusionner le rapport d'impact et la DPEF du groupe. La première, on l'a publiée en mars dernier. Et quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression de voir le plan stratégique de la boîte. Ça m'a donné un peu le vertige parce que je me suis dit, quelqu'un veut refaire un réalité, il prend la DPEF et il refait un réalité. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà. Être utile partout, tout le temps au développement intelligent des territoires et prendre conscience qu'on est d'abord au service de l'être humain. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, chez Réalité, en étant au service des gens et en comprenant qu'on avait 3 clients. Évidemment, l'usager,
évidemment l'investisseur dans les murs et évidemment le territoire. Et quand vous dites dans une réunion, vous présentez vos comptes, on est une petite société cotée, hein, on est des nains de la cote, mais quand vous présentez vos comptes avec le même sérieux que Total, AXA, voilà, ma camarade de droite, et se lève quelqu'un au fond de la salle, en particulier, il me dit « Mais monsieur Joubert, vous me parlez du territoire qui est votre client, mais il ne vous fait pas de chèque. » Ah oui, mais c'est lui qui me permet de travailler, en fait. Et c'est bien cet élu qui me donne le droit de travailler, qui assure, lui, la quelque chose, co-construction, concertation, enfin, on peut l'appeler comme on veut, et qui me permet à moi d'être en symbiose avec un territoire, d'accepter, d'ailleurs, quand on me dit non, parce que ça aussi, c'est fondamental, d'accepter le cadre républicain, et qui ensuite nous permet de dérouler nos projets. Donc le territoire, l'investisseur dans les murs et l'usager. Et ça a transformé complètement en réalité. Voilà. Et juste, je vais terminer, les valeurs, on est des républicains, on est des progressistes et on est des humanistes. Effectivement, propos assumés, forts et assumés. Nicolas, vous représentez ici une organisation qui est à part, qui n'est pas une entreprise en tant que telle. Cette fédération qui représente 3500 entreprises, quelles sont ses valeurs, sa mission et sa vision ? Oui. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, la singularité de la fédération par rapport à mes collègues de plateau, c'est qu'on représente un collectif très important, 3500 entreprises, taille moyenne 14 salariés, mais on va de 1200 salariés pour les plus grands groupes jusqu'à l'artisan qui travaille avec 1 ou 2 collaborateurs. Forcément, il faut trouver le dénominateur commun pour pouvoir mener des actions d'envergure autour des sujets dont il est question aujourd'hui, ceux de la RSE. Alors nous, quelles sont nos valeurs au sein de la fédération ? Bon, ça va croiser certaines qui ont été exprimées ici déjà autour de cette table. La première valeur, c'est le capital humain. C'est les femmes et les hommes qui composent nos entreprises. On est singulièrement un secteur de main-d'œuvre. 75% de la richesse d'une entreprise du BTP, c'est les femmes et les hommes qui travaillent pour elle. Si on n'a pas cette main-d'œuvre, et on le voit aujourd'hui avec les pénuries de main-d'œuvre, on est vraiment en difficulté pour pouvoir exercer nos talents de constructeurs. Cette singularité du secteur, on la cultive. Et autour de l'être humain, du capital humain, on essaie de créer, autour de la dynamique RSE, un certain nombre d'actions qui visent à faire en sorte qu'on ait encore plus envie de venir dans notre secteur d'activité. Les secteurs de main-d'œuvre, on le voit aujourd'hui, se piquent la main-d'œuvre. D'ailleurs, elle part, on ne sait pas où, mais en tout cas, on a beaucoup de difficultés les uns les autres à trouver cette main-d'œuvre. Donc, à travers les actions RSE, nos chefs d'entreprise qui s'investissent dans ces démarches ont essayé d'identifier des leviers. Et parmi les leviers, un certain nombre ont été identifiés et sur lesquels on a mis en œuvre des actions. On a des problèmes de mobilité aujourd'hui, il coûte très cher de se déplacer, d'aller sur le chantier, d'aller à l'entreprise. Donc les entreprises réfléchissent au sujet de la mobilité pour accompagner au mieux leurs salariés sur la mobilité. Il y a celui de l'enjeu des compétences, naturellement, avec la formation. C'est un point très important de notre secteur. Nous formons en Bretagne 3500 apprentis, 50 000 au niveau national, et nous avons 60 000 salariés dans la branche en Bretagne. Nous essayons d'accompagner environ 30% des effectifs salariés de nos entreprises dans la formation. La formation, c'est quoi ? C'est s'adapter à l'évolution des techniques de construction et être capable de faire face aux transitions qui sont face à nous. La plus grande d'entre elles étant naturellement la transition environnementale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, le capital humain, la première et je dirais la pierre angulaire de nos valeurs. La deuxième, c'est l'utilité même de notre secteur. Que serait le Palais du Grand Large si des entreprises de construction ne l'avaient pas rénové ? Vous ne seriez pas assis aussi confortablement, vous n'auriez pas la même vue, vous n'auriez pas la même isolation. Et ça, c'est les entreprises du bâtiment qui l'ont réalisé. Cette utilité sociale et sociétale, elle est fondamentale. Et nos entreprises qui s'investissent dans la RSE, elles renforcent ce côté d'utilité sociale et sociétale. Elles construisent des logements pour vos salariés et pour vous-même. Elles construisent les hôpitaux, les écoles, les services de proximité. Et on ne s'en rend plus compte parce qu'on a naturellement un toit dans nos pays développés au-dessus de nos têtes. Mais quand on voyage un petit peu, on se rend compte à quel point c'est une utilité sociale et sociétale que d'être constructeur. La troisième des valeurs et autres vertus assez cardinales du secteur de la construction, c'est naturellement l'environnement et la sobriété environnementale et foncière dans laquelle on rentre. Le promoteur ne démentira pas, on rentre dans une nouvelle ère où effectivement il va falloir héberger de plus en plus de monde sur un territoire qui est fini.
avec des règles qui s'imposent à nous, celle du zéro artificialisation, votée dans la loi, mais sur lesquelles peut-être les décrets vont évoluer. Mais en tout cas, force est de constater qu'on est sur un territoire fini et qu'on ne va pas pouvoir continuer à s'étaler dans la construction au risque de gréver notre qualité de vie. Donc on va devoir réfléchir autrement, ce que font les promoteurs et les donneurs d'ordre aujourd'hui. On réfléchit à construire autrement. Si on réfléchit à construire autrement, forcément, les entreprises du secteur vont devoir s'adapter et elles-mêmes adopter des nouveaux gestes. Dans les chiffres, ça se traduit déjà. Dans notre secteur, avant, la construction neuve représentait 51-52% et la rénovation 48-49%. Là, depuis 2 ans, on a inversé. C'est pas lié au Covid spécialement, mais on a inversé et la réno est passée devant le neuf. C'est symptomatique d'une évolution et on sait très bien qu'on va devoir renforcer des dynamiques de rénovation. Il y aura toujours naturellement des constructions neuves. Il en faut, parce qu'on manque de logements, parce qu'on manque de structures, mais il faudra naturellement repenser la construction autrement. Donc voilà nos 3 valeurs, l'homme, avec un grand H, le territoire et l'utilité du secteur, et enfin, comment les entreprises font face à la transition environnementale. À partir de là, on a travaillé un concept de RSE que je développerai si vous avez la gentillesse de me poser la question tout à l'heure. J'aurai la gentillesse. Nous avons actuellement devant nous que 19 minutes. Donc je vais demander maintenant chacun à ma question spécifique de répondre de manière concise. Je reviens d'abord vers Cédric. Par rapport à l'orientation des investissements dont vous avez parlé, en fait, on a encore un terme anglais qui parle de Social Return on Investment, SROI, au-delà du retour sur investissement financier, effectivement l'impact. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de orientation, en tout cas cette intimité avec vos clients qui fait que les clients vous font confiance et investissent de manière primordiale dans les projets que vous avez appelés responsables, durables, soutenables, comme vous le souhaitez? Alors pour donner peut-être un exemple parmi d'autres, on a notamment développé alors ça joue cette dimension, cette mesure de l'impact social sur notre activité. On l'exprime notamment au travers de politiques d'accompagnement ou politiques sectorielles. C'est-à-dire que par secteur, eh bien, c'est un ouvrage, on met le travail sur l'ouvrage de manière permanente, on crée un certain nombre d'orientations, c'est-à-dire on fait des choix, des renoncements, ou des choix d'orientation vers tel ou tel type de financement, d'exclusion dans certains cas, exclusion du charbon par exemple, exclusion des hydrocarbures non conventionnels, date de sortie sur un certain nombre de dimensions, de produits, de services, d'investissement. Et ça passe également par des mesures ou des politiques d'accompagnement. Alors, on a notamment mis en place des politiques d'accompagnement en matière d'agriculture pour favoriser, par exemple, l'installation plutôt de jeunes agriculteurs vers une transition agricole durable. Donc, on accompagne ces durabilités. On accompagne également l'installation d'un jeune agriculteur. C'est aussi un élément social assez fort. On peut citer également alors, le prêt pacte qu'on a mis en place très tôt au niveau d'Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, qui est, alors là, je dirais, c'est un produit un petit peu magique. C'est-à-dire que plus on est vertueux ou plus on met en place des preuves de durabilité dans son entreprise, et plus on obtient un taux qui est bonifié dans le cadre de son financement. Donc je dirais un retour sur investissement très rapide et direct, ou directement fléché, entre la durabilité, une certaine vertu et le fait d'être récompensé financièrement. Merci. Et merci pour la gestion du temps, parfaite. Ma, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'effectivement, on sort d'une période complexe par rapport à la gestion de l'urgence, de crise, et vous disiez qu'effectivement, vous accompagnez les sociétaires par rapport à la prévention, à la gestion. Comment vous accompagnez donc la société dans cette gestion de risque et potentiellement aussi comment vous gérez quand les sinistres interviennent et puis vous devez les accompagner dans l'après? Oui, alors je vais essayer de faire très brièvement ce qu'on a entendu tout à l'heure et ce qui caractérise aussi la RSE, c'est qu'on arrive à un cycle où la seule expertise
de métiers techniques d'une société ne suffit plus, d'une entreprise ne suffit plus. Quand on fait du bâtiment, il faut qu'on aille au-delà du bâtiment. Quand on fait de l'assurance, il faut qu'on aille au-delà d'un simple produit technique d'assurance. Quand on fait un produit financier, il faut qu'on aille au-delà de ça. Il y a besoin d'aller d'un terrain d'expertise vers un terrain de l'engagement. 73% aujourd'hui des Français considèrent que les entreprises ont le pouvoir plus que jamais de changer la société. On a parlé aussi d'effets de taille et d'échelle d'entreprise. Et bien, quand on est leader dans son domaine, on a encore plus ce poids sur les épaules et on se sent encore plus responsable d'être dans l'action, d'apporter ses preuves, voire d'être innovant et d'être précurseur. Et ça a été un peu l'ADN d'AXA depuis un moment. L'engagement, c'est depuis 30-35 ans. Avec Claude Bébéard, il y a eu le lancement de, par exemple, AXA Tout Cœur, d'AXA Entraide. Donc ça allait sur ce terrain justement d'accompagnement. Aujourd'hui, très concrètement, on a vu que l'été, par exemple, le changement climatique, les assureurs sont en première ligne pour constater les dégâts du changement climatique. On prévoit 2050 le doublement du coût des sinistres liés au changement climatique. Donc ça nous impose d'agir. Aujourd'hui, on agit comment? On agit sur 3 champs de façon hyper concrète, 3 champs de manœuvre. Le premier, c'est en tant qu'investisseur. Donc les banques investissent, les assureurs aussi. AXA est un investisseur également. Et là, concrètement, notre rôle, c'est d'aider la société, d'orienter les investissements vers des investissements responsables, vers des investissements respectueux de l'environnement, que ce soit nos propres fonds, nos propres investissements, mais aussi donner l'occasion aux assurés d'investir également responsables à travers des produits conçus comme ça. Pour donner 2-3 chiffres, 10 milliards ont déjà été investis et seront portés à 26 milliards à horizon fin 2023, donc demain. Donc ça exprime une preuve, une volonté d'engagement d'AXA très forte. Deuxième champ d'action, pour être dans la suite, c'est en tant qu'assureur. Et là, on est dans notre métier. On parle des événements climatiques. Quand on dit qu'il faut anticiper les risques de demain, c'est aussi des assurances vertes. On est face à des changements climatiques, on est face à des risques d'inondation qui sont annoncés de plus en plus importants. C'est comment aider à aller vers des solutions vertes, des solutions qui anticipent ces risques-là pour nos clients, qu'ils soient des particuliers, qu'ils soient des entreprises ou qu'ils soient des professionnels. Donc là, par exemple, on a des produits dédiés, des produits verts qui sont dédiés à ça. L'autre sujet, c'est aussi repenser notre métier. Avant, quand il y avait un sinistre, une portière d'automobile, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait, on achetait une neuve, on remplaçait. Aujourd'hui, on arrive à un cycle où on dit faut qu'on le fasse différemment, vous le disiez tout à l'heure, et donc les pièces reconditionnées. Quand on parle de ce thème, on pense tout de suite au téléphone. Et bien dans l'assurance, ça arrive aussi chez AXA, 10% de nos réparations intègrent des pièces reconditionnées. Et c'est, pour vous donner une idée de grandeur à l'échelle nationale, c'est 3%. Troisième point, dernièrement, c'est en tant qu'entreprise. Et là aussi, en tant qu'entreprise, dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est réduire notre empreinte carbone, c'est de sensibiliser nos collaborateurs. 94% de nos collaborateurs sont aujourd'hui formés aux enjeux climatiques. C'est indispensable. AXA a créé la Climate Academy et on a vu que c'est tellement important qu'aujourd'hui, c'est proposé également à des chefs d'entreprise pour tenir compte de ces enjeux et pour les intégrer dans la gestion de leur propre fonctionnement et de leurs propres risques. Et puis à côté de ça, c'est beaucoup de leviers. J'ai cité tout à l'heure l'association AXA Tout Cœur. C'est un engagement dans la cité, un ancrage dans la cité. C'est aussi le mécénat, où pour le mécénat, c'est 30 soutiens actifs pour aller accompagner des acteurs locaux, des acteurs qui innovent dans des domaines et qui permettent de prévenir d'un certain nombre de choses. Et en juillet dernier, AXA a fait le choix de mettre une enveloppe très conséquente sur le mécénat en termes de santé pour accompagner des entreprises qui vont être innovantes et qui vont accompagner la recherche sur la santé parce que la pandémie, c'est aussi un risque important et on se dit demain, il peut y avoir d'autres risques. Voilà. Merci Mara. Et puis l'auditoire va croire qu'en fait on l'a préparé ou surpréparé puisque vous parliez de 2050 et vous parliez de la sobriété et de l'empreinte carbone. La question pour Johan, en fait, est la suivante. Liée à l'actualité, effectivement à ce qui s'est passé lundi dernier par rapport à la rencontre du MEDEF, effectivement, on a parlé beaucoup de la sobriété. Et donc, ce que j'aimerais bien savoir, c'est on a entendu la ministre de la Transition écologique s'exprimer sur le besoin de sobriété, mais vous n'avez pas attendu ces déclarations. Vous avez déjà engagé les actions.
Quelles sont-elles? Alors une action qui est très, comment dire, proche d'ici, puisqu'on parle de Rennes. Je suis complètement d'accord avec les propos de Maha. Il faut qu'on fasse tous un pas de côté. Je pense que si on reste rigide sur notre cœur de métier, on n'arrivera pas à maîtriser nos impacts. Donc ça, on a tenté de le mettre en place en faisant le pas de côté, en se rapprochant des métiers du bâtiment ou de l'industrie, ou des deux, en créant un site de production hors site, un site industriel dans des anciens bâtiments qui étaient opérés par PSA, qui avaient été, d'un point de vue symbolique, je trouve ça intéressant, inauguré par De Gaulle il y a une cinquantaine, soixantaine d'années maintenant. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est un bâtiment qui fait 11 000 m² où on fait de la production d'une partie de nos immeubles hors site. Et cette production, elle est basée sur de l'industrialisation, évidemment des nouveaux processus numériques, parce que ça change complètement notre manière de travailler, et de 90% de matériaux biosourcés. Et là où on arrive à avoir une vision à 360 degrés, c'est que c'est évidemment un peu plus confortable de travailler dans un entrepôt, sous un hangar, certes industriel, que sur un chantier sous la pluie, avec des bottes en caoutchouc et de la boue jusqu'au milieu des tibias, avec des bases vie qui sont d'ailleurs pas toujours au niveau de ce qu'elles devraient être aujourd'hui. Et ça, c'est un geste fort. Je ne sais pas si on va gagner cette bataille, parce que ça paraît facile, en fait, dit comme ça, mais pas du tout. C'est un combat de tous les jours. On a, avec la Rennes School of Business, un projet commun qui est bâti comme ça. Je pense la plus grosse opération modulaire de France. Et on est fiers de conduire cette opération, parce que ça, c'est concret, c'est vérifiable, et j'espère qu'on sera, dans 2 ans, au rendez-vous de cette espérance, en tout cas. Le deuxième sujet, je vais essayer d'être aussi bref que mes camarades, c'est... je voulais aussi vous faire passer un message, c'est qu'il ne faudrait pas que la transition ou l'impact, ça ne devienne qu'un problème de riches. On ne peut pas faire comme si ne se posait pas tout le temps la question des moyens. Alors moi, quand j'ai créé l'entreprise, au début, on me parlait de RSE. Sincèrement, moi, je pensais à éviter le dépôt de bilan d'abord, et ensuite à pérenniser mon entreprise, etc. Donc, dès le départ, chez Réalité, on a essayé, j'imagine chez plein d'autres, il n'y a pas de forfanterie mal placée dans ce que je dis, mais à faire de la RSE une opportunité de business. Parce qu'à ces conditions, la maîtrise de mes impacts devient une nouvelle fois soutenable. Et on ne peut pas faire comme si on ne parlait pas d'argent à un moment. Voilà. Et moi, je ne peux pas plus mal payer les collaborateurs, d'ailleurs je ne les aurais plus, donc j'aurais plus d'entreprise, sous prétexte qu'on doit maîtriser nos impacts. Et je crois que c'est ce qui est fabuleux dans cette époque, c'est qu'on doit être des acteurs holistiques, capables de tout réussir tout le temps. Et sur le plan de la transition énergétique, on a mis longtemps à calculer déjà, parce que ce n'est pas si simple. Le corporate, l'exploitation, la maîtrise d'ouvrage, qui est la deuxième industrie et maîtrise du monde. Donc forcément, il faut traiter le problème, si possible pas en 2050, parce qu'on voit qu'on a le problème tout de suite. Et en même temps, est-ce que je suis capable de payer 100 € la tonne pour 300 000 tonnes émises, malgré mes 40% de réduction, parce qu'on a une trajectoire à 40% de réduction sur les 10 prochaines années. Je ne suis pas capable de payer 30 millions d'euros. J'aimerais bien, chacun ses effets d'échelle. Je ne suis pas capable. Donc, comment on fait ? Eh ben, en fait, on a transformé ce qui est une logique de coût en logique d'investissement. Réalité Buildtech va contribuer à beaucoup de choses, y compris à la transition de réalité. Et on a investi, et aujourd'hui on est neutre, je peux l'annoncer. Aujourd'hui, pour les 5 prochaines années, on a neutralisé, d'abord par réduction et compensation, en investissant dans une boîte américaine qui s'appelle Burn Manufacturing et qui fabrique en Tanzanie des foyers améliorés qui réduisent la consommation de bois de 70%, de 170 000 foyers en Tanzanie. Ça va améliorer la vie de 500 000 personnes en Tanzanie, et ça va avoir un évitement de dépenses de 500 millions de dollars. Et nous, on est une petite boîte nantaise, on y a mis 7 millions d'euros, on y a mis 20% de l'augmentation de capital qu'on vient de faire pour financer notre croissance. Et aujourd'hui, le deal qu'on a posé avec Burn Manufacturing, c'est qu'ils nous rachètent dans 5 ans, et si tout se passe bien, Inch'Allah, la plus-value qu'on peut escompter finance l'ensemble de nos tonnes. Et au prix de cet effort, évidemment, il y a un risque. Je ne sais pas si ça va se passer comme on l'a prévu. Ce que je sais, c'est qu'on a neutralisé nos émissions. Voilà. Et j'ai l'espoir, si tout se passe bien, si on est tombé sur des partenaires fiables, et si effectivement ils arrivent à délivrer leurs promesses, tant pour les populations que leurs promesses économiques, on va, en 2027, récupérer plus que l'argent qu'on y a mis et neutraliser la compensation de nos émissions. Donc on a neutralisé la neutralité. Et à ce prix-là, mes collabs, ils nous suivent, le CSE nous suit, et on est assez fiers de l'avoir opéré comme ça.
Évidemment, c'est des tonnes certifiables. Évidemment, on a regardé les enjeux RSE. Pas question de faire travailler des enfants pour compenser des émissions de tonnes carbone. Je l'ai dit, on est humaniste avant tout. Hein. L'homme nous intéresse plus que la plage de Saint-Malo, aussi belle fût-elle. Et je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai très fortement envie de partager auprès de mes collègues entrepreneurs, quelle que soit la taille, hein, des TPE aux grosses ETI, les grandes entreprises. Vous avez encore une fois des ressources intellectuelles, financières, humaines qui nous dépassent. Mais en tout cas, moi, je suis très prêt à partager ça parce que c'est tout de suite, c'est efficace, ça mobilise du CAPEX, mais ça ne détruit pas de la valeur dans le compte de résultat. Et ce n'est pas une mauvaise chose, effectivement, de voir les opportunités, vous avez dit business, là où on peut mettre en fait en place les mesures qui, avec efficience, permettent de faire du bien. Nicolas, vous êtes le dernier à intervenir. Tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, vous alliez nous dire plus précisément, vous parliez de la rénovation, comment effectivement se traduit en action concrète ce basculement et comment la Fédération française du bâtiment accompagne le mouvement. Bon, Johan, il dit que lui, c'est l'homme. Moi, personnellement, je sais la biosphère. Je regarde un peu au-dessus. Moi, la plage m'intéresse parce qu'en fait, l'homme se scie un peu la branche sous ses fesses avec un regard très anthropocentré. Mais ça, c'est un débat de conviction. Et la disparition de la biodiversité à plus de 60%. Mais ce n'est pas le sujet. Vous parliez de l'artificialisation. Comment, effectivement, aujourd'hui, s'opère cet accompagnement ? Alors forcément, la question est vaste. Alors, je vais essayer d'y répondre succinctement, mais en essayant de quand même donner les principales dimensions de l'équation. C'est clair, j'y reviens pas. On fait face à cette impérieuse nécessité de construire autrement. Je n'y reviens pas. Comment on construit autrement ? Dans la construction, il faut, je l'ai dit, du capital humain, des femmes et des hommes qui agissent sur le terrain, mais il faut aussi des matériaux. On l'a vu ces 2 dernières années, les matériaux, c'est devenu, avec le recrutement, la problématique numéro 1 de nos entreprises, quelle que soit leur taille. Et c'est là où on a vu des stratégies d'intelligence des entreprises. Face aux crises, qu'est-ce qu'on fait ? Les menuisiers, les charpentiers ont fait face à des augmentations du bois d'à peu près 150-200%, ce qui est énorme. Donc après, imaginez quand vous avez planifié des travaux avec votre menuisier, s'il vous annonce que le prix est augmenté d'autant, forcément, vous n'êtes plus tout à fait d'accord. À partir de là, c'est poser la question de d'où vient mon bois ? Et là, on a travaillé avec eux sur des aspects locaux. Alors bien sûr, le bois en Bretagne, il me faudrait 1 heure pour en parler. En fait, en Bretagne, on a très peu de bois, on est une région très peu boisée, et donc la plupart du bois qu'on utilise dans la construction, le bois d'œuvre, il vient de très loin. Il vient des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Europe du Nord, mais en tout cas, il ne vient pas de Bretagne, ce qui pose des vraies questions. Et donc, nos entreprises se sont dites, mais comment peut-on faire pour effectivement agir plus localement, pour pouvoir diminuer les intrants et donc résoudre à la fois l'équation du matériau qu'on n'a pas ou qu'on a très cher, et en plus d'agir au sens de la RSE. Et donc là, on s'est rapproché de la filière bois et on a essayé d'imaginer comment on pouvait projeter, alors à moyen terme, parce que le bois met entre 20 et 40 ans pour pousser, donc ceux qui connaissent le sujet dans la salle ne seront pas surpris. On travaille sur une économie du moyen terme, on ne travaille pas sur le court terme, on ne résout pas l'équation à court terme, mais au moins on amorce une démarche nouvelle, alors que jusqu'à maintenant, on ne se posait pas la question, on avait besoin de billes de bois, on appuyait sur le bouton, on savait d'où ça venait, mais je veux dire, on achetait un produit à un prix parce qu'on avait un marché et parce qu'il fallait y répondre dans des délais. La crise a au moins eu cette vertu-là de se poser la question d'une forme de localisme des approvisionnements. Et on a un certain nombre de nos entreprises qui, dans le cadre de leur démarche RSE, ont choisi de s'intéresser à ça et on les accompagne là-dessus. On les accompagne aussi sur les filières. On s'est rendu compte en Bretagne que, pour prendre l'exemple des menuiseries, souvent, lorsqu'on fait une rénovation, on tombe toutes les menuiseries parce qu'on les estime obsolètes, on pense que c'est à cause de ça qu'on a des passoires thermiques. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais la plupart des menuiseries, jusqu'à peu de temps, elles sont enfouies. Parce que c'est tellement compliqué de démanteler une menuiserie, parce que dedans, il y a du plastique, il y a de l'aluminium ou du bois, il y a du verre, et ces 3 matériaux vont pas très bien ensemble en termes de recyclage. Et donc, en Bretagne, des industriels se sont emparés du sujet, mais aussi des associations, et on a œuvré à leur côté pour développer des filières de recyclage. Les enjeux sont colossaux, hein. Les chiffres sont très très importants. C'est un exemple concret de démarches qui ont été menées ces 2 dernières années qui contribuent à ce qu'il y ait beaucoup moins de fenêtres qui soient enfouies. Et donc, c'est quand même bon pour l'environnement. Et les entreprises qui participent à cette démarche sont dans une démarche vertueuse.
Autre exemple, le problème de main-d'œuvre. Ce n'est pas qu'une fatalité. On sait qu'on a des problèmes d'attractivité dans nos secteurs. Comment fait-on pour attirer des jeunes vers les métiers manuels alors qu'aujourd'hui, on est plus versé vers le numérique, les smartphones et une autre économie? Eh bien, on est dans l'économie réelle, mais ça a des vertus, l'économie réelle. On peut la vendre, l'économie réelle, pour les jeunes. Ils ont besoin de sens. Et donc, on a essayé de travailler autour du sens. Et nos entrepreneurs qui sont dans la salle, qui sont dans notre communauté RSE, ont essayé de déterminer quel serait le sens à donner pour que des jeunes et des moins jeunes aient envie de nous rejoindre. Et là-dessus, avec nos centres de formation d'apprentis, on a travaillé sur cette attractivité. Pour reprendre un mot à la mode, on a travaillé sur notre marque employeur et on a fait des formations, des informations à nos dirigeants pour dire, eh bien, avant, c'est vrai, vous étiez l'employeur du village. Parce que souvent, dans tout village, il y a un artisan et lorsqu'il emploie 5, 10, 20 salariés, il est parfois le premier employeur du village. Et il avait l'habitude de ne pas déposer d'offre d'emploi. Quand il avait besoin de quelqu'un, il disait à l'un de ses collaborateurs, j'ai besoin de quelqu'un, et le lundi, on lui présentait quelqu'un. Ça, c'était il y a 30 ans, 40 ans. Maintenant, ça ne marche plus. D'accord ? Et maintenant, les salariés vont d'une entreprise à une autre, là où c'est le plus intéressant, là où il y a plus de sens, là où l'attractivité est la meilleure. Et ce n'est pas que le salaire, l'attractivité. Donc, on a essayé de travailler sur les ingrédients. Parmi les ingrédients, il y a effectivement la notion de territoire. L'entreprise, elle est inscrite dans son territoire, elle redistribue sur le territoire, elle fait parfois marcher le club de foot. Et ça, c'est quelque chose qui parle aux jeunes. Ils voient le sens concret de leur travail, ils voient les édifices qui sont construits par leur entreprise, ils ont la fierté de le faire et la fierté de savoir que leur patron, il soutient le club de foot local où il joue le dimanche. Donc voilà des exemples, si vous voulez, à la fois sur l'humain, sur les matériaux, sur les filières, sur lesquels on travaille, et puis il y en a plein d'autres, parce que je parlerai juste quand même d'un élément qui est important. Oui, mais j'ai peu parlé au départ, donc je rattrape mon temps de parole pour équilibrer comme en politique. Et donc, je voulais dire que sur l'aspect soulevé par Johan, sur le problème, effectivement, d'un certain nombre de chantiers qui ne sont pas exemplaires, et on le reconnaît volontiers, surtout à partir de la saison d'hiver, où effectivement, il faut parfois des bottes, et le tapis rouge ne suffit pas à absorber l'eau ou la boue qu'il y a. Eh bien, on travaille là-dessus. Une élue présente dans la salle a initié un lot gestion de chantier, un travail qu'on mène en Bretagne qui s'est mené dans d'autres régions pour dire il faut que collectivement on s'empare du problème. Et que quand on fait des visites de chantier, il n'y a pas que quand le préfet vient ou quand le recteur d'académie vient pour les semaines du bâtiment qu'il faut que ce soit parfait. Les chantiers, c'est parfait toute l'année. Les conditions de travail sont exemplaires. Les employeurs font ce qu'il faut en matière de sécurité. Et on peut, je dirais, faire un métier manuel tout en adoptant à la fois des matériaux biosourcés, des méthodes nouvelles, du numérique, et donc on a chargé les innovations dans notre attractivité, et c'est tout l'enjeu de ce qu'on essaie de développer dans nos démarches RSE au service de l'attractivité des jeunes, des moins jeunes, de notre secteur, vis-à-vis de tout le monde, de ceux qui rentrent pour travailler dans notre secteur, mais aussi des donneurs d'ordre qui nous donnent du travail et du territoire, et ça profite à tout le monde. Merci à tous. Nicolas, merci. Vous terminez effectivement avec passion cette table ronde. On a dépassé de 2 minutes et on s'en excuse. Mais comme vous pouvez voir, on a démarré sur les aspects impact territorial et on termine sur ce besoin impérieux à donner aussi aux hommes et aux femmes qui travaillent dans vos entreprises, à leur donner envie. Et pour vous, en tant que chef d'entreprise ou responsable, il est important à ce que la marque employeur soit soutenue par les preuves et engagements réels. Je vous remercie pour votre participation et paroles fortes.